Et aujourd'hui, c'est consacré à la société Triary. J'ai avec moi Jean, qui est producteur, qui a créé la société Matfilm Production, qui a également donc fondé Triary avec Pierre. Pierre, tu étais réalisateur également sur la série Point de repère dont on va parler tout à l'heure. Bonjour. Et il y a Benjamin, qui était superviseur sur la série et qui est maintenant co-réal. Bonjour. Alors justement, pour revenir sur la série, on va en parler. Donc, vous avez créé la série Point de repère, qui est une série historique qui passe sur Arte jusqu'en mars. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Donc, Point de repère, c'est une série documentaire historique jeunesse qui est diffusée en France sur Arte, dans d'autres pays, sur d'autres, forcément d'autres chaînes. On vient de finir la saison 2, il y a 3 semaines on l'a bouclé, ça a été livré à Arte en temps et en heure, et là actuellement est diffusée la saison 2 et la saison 1, d'une semaine sur l'autre ça change je crois, jusqu'à mars. Chaque saison c'est 13 épisodes de 26 minutes, et chaque saison il y a des épisodes, des sujets très très différents. Par exemple on peut autant parler de... bonne mémoire, par exemple la bataille de Dunkerque qui était importante pour la Seconde Guerre mondiale, comme de Confucius, comme de la naissance du rock'n'roll, etc. L'idée c'est de donner des points de repère, c'est le nom de l'émission, sur l'histoire pour savoir grosso modo un peu plus qui on est et d'où on vient. C'est ça le but. Le public cible est plus jeunes et adolescents, ceux qui généralement ne sont pas forcément attirés par l'histoire. Un enfant de 15 ans, naturellement, ne va pas savoir qui est Confucius. Ça ne l'intéresse pas forcément. Et notre défi à nous, c'est essayer de l'y intéresser. Voilà. Et vous avez quelques extraits, il me semble? Oui. Tu voulais ajouter quelque chose, Jean? Non, très bien les extraits. Qui les lance? Alors, les extraits, on n'a pas de son avec, a priori, on n'a que les images. Il y a une petite cacophonie un peu sur les vidéos qu'on devait amener. On avait prévu 2 teasers, donc les petites vidéos qu'on envoie sur les réseaux sociaux pour intéresser à l'épisode. Donc on ne va pas vous les montrer parce que sans son c'est beaucoup moins intéressant. Ce qu'on peut faire par contre, c'est lancer la démo reel, Triary démo reel, qui sont des images, je crois qu'il y a 4 à 5 minutes de vidéo, des images de la saison 1. Donc ça n'a pas été mis à jour depuis la saison 2. Donc ce qu'on peut faire par-dessus, lancer lecture et puis la commenter en même temps. Donc là, c'est juste l'introduction. Donc la spécificité de la série, c'est d'essayer de parler de l'histoire sous forme d'histoire. Donc essayer de la mettre en scène. Alors ça lag beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Peut-être lu depuis la clé USB ou... Bon, on peut quand même voir. Et l'idée, c'est de la rendre la plus intéressante possible, l'enrober le plus possible pour que le public passe le meilleur moment possible et se rende compte qu'à la fin, il a appris quelque chose. Ça, c'est un des retours qu'on a souvent et qui nous plaît. C'est « Ah, c'était vraiment bien et en plus, c'est cool, j'ai appris quelque chose ». Le apprendre quelque chose, c'est le but fondamental de la série normalement. Donc, on ne s'en rend pas compte, pour nous, c'est une réussite. Donc il y a plein d'images différentes. Là vous voyez les images qu'on appelle silhouettes et qui sont le cœur en fait de la série. On illustre tous nos événements historiques sous forme de silhouettes, donc on ne voit jamais les visages des personnages pour des raisons artistiques, des raisons narratives, des raisons techniques, artistiques, pas mal de choses. Et ça nous permet, là par exemple, de reconstituer une base martienne, ça nous permet de faire là une bataille de samouraïs, ça nous permet de faire pas mal de choses. Donc en fait, là par exemple, pareil, très compliqué de faire un bateau du 18e en images réelles, de le faire en silhouette nous permet d'avoir des décors quand même beaucoup plus grandioses que ce qu'on aurait normalement. Une autre part des images est de l'image de synthèse classique, on va dire, donc qu'on appelle CG dans le métier, qui sont à base de modélisation, d'UV, texture, rendu, pour ceux qui connaissent le workflow classique d'images de synthèse. Et on a également un environnement très particulier qui va arriver sous peu, je ne me rappelle plus trop dans la bande démo, ce qu'on appelle la mémoire de l'humanité. La mémoire de l'humanité, c'est des séquences de décryptage qu'on a dans chaque épisode où on fait une pause dans l'histoire, on dit pause, stop, on s'arrête là, et réfléchissons un peu à ce qu'on va voir, à ce qu'on vient de voir. Donc ça peut être une explication particulière sur une chose technique, donc ça c'est la mémoire de l'humanité, ou alors un endroit où on va dire, si cet événement avait été différent, peut-être que notre monde actuel serait différent. Donc ça c'est un autre point très important de l'émission. On parle également d'Uchronie dedans. Une uchronie, c'est si Hitler avait été tué avant la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui serait passé, quel serait notre monde actuel? Donc ça, c'est les grands classiques. Mais sur chaque épisode, on se pose la question. Sur, par exemple, la crise des missiles de Cuba, l'épisode de la saison 2, on se pose la question si jamais, la crise des missiles s'était transformée en guerre thermonucléaire globale, qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? Donc le but de ça, il est double, c'est déjà de donner un côté sucré à la série.
C'est intéressant, c'est cool, c'est rigolo. On peut s'imaginer le Troisième Reich ayant gagné la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on en serait aujourd'hui? Donc on peut imaginer pas mal de choses, c'est un essai littéraire qui peut être intéressant, qui est intéressant et cool à montrer. Mais ça, c'est pas le but fondamental. L'autre but fondamental de cette approche, c'est de dire que notre histoire, on en est tous acteurs. L'exemple que j'utilise souvent, c'est Winston Churchill. Je sais que plus ça va, plus on avance dans le temps et moins les gens le connaissent. C'est quelqu'un quand même de méchamment important. Quand j'en parle à des enfants de 15 ans, généralement ils me disent c'est qui, ils ne savent pas. Pourtant, c'est quelqu'un qui doit être connu. Et surtout, c'est quelqu'un qui a failli mourir avant justement de s'opposer à Hitler. Il a été renversé par un taxi à New York, il a failli être tué. Ce jour-là, il serait mort. Peut-être qu'on parlerait tous allemand ici. Donc c'est quelqu'un d'important, mais celui qui a failli le tuer, c'était un chauffeur de taxi. Il rentrait très vite chez lui pour retrouver sa famille, et il roulait trop vite. Et il a failli renverser quelqu'un qui a, à mon sens, quand même sauvé pas mal de choses de la civilisation. Donc tout ça, le but, c'est de dire que nous, nos gestes au quotidien, nos actions, nos choix, nos décisions peuvent influencer l'histoire de l'humanité, donc notre histoire. On est acteur de notre histoire et elle nous appartient, on l'amènera là où on veut l'amener. C'est un peu ça l'idée en fait de la série. Voilà. Merci beaucoup. Donc cette série Point de repère, eh bien, elle est évidemment liée à Triary. Donc revenons là-dessus. Quand est-ce que vous avez créé cette société? Pourquoi? Quelle était votre motivation, vos motivations premières? On a créé la société en 2013. Les motivations premières, c'était de... Bonjour. Donc on a créé la société en 2013 pardon. La motivation première, c'était justement de produire cette série pour Arte. Si vous voulez, Triary est un studio d'effets visuels et qui crée des images, qui peut être prestataire aussi pour des maisons de production. Et donc le but, c'est d'asseoir la série, puisque là on part pour une 3e saison à partir du mois de mars, et aussi de commencer à développer d'autres projets, et donc dans lesquels il y a des effets visuels. Justement, au niveau de la réalisation, Benjamin et Pierre, sur la série, peut-être que vous pouvez un petit peu nous expliquer vraiment comment ça se fait, comment est-ce qu'on en arrive à ces images qu'on voit là, concrètement? Je commence et tu complètes? Ok. Je commence parce que sur la saison 1, j'ai été auteur-réalisateur. Sur la saison 2, j'ai commencé à donner des épisodes à réaliser à Benjamin, qui était assistant réalisateur jusque-là. Et l'année prochaine, on réalisera chacun un épisode en fait, sur les 13, chacun 6 ou 7 épisodes sur les 13 qui viennent. Comment est-ce qu'on en vient à réaliser? C'est un processus qui est très 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 long. Les images que vous voyez ici, elles ont fait l'objet, avant d'y arriver, avant de proposer quelque chose à Arte, d'au bas mot, vraiment je compte vraiment, mais d'une trentaine de pilotes différents. C'est-à-dire que c'est le fruit d'expérimentation et c'est le fruit d'années et d'années de travail avant d'y arriver. Il a fallu faire plein de recherches, plein d'études, plein de tests artistiques, de voir qu'est-ce qui rendait le mieux possible, tout en permettant d'illustrer ce qu'on avait illustré, tout en étant économiquement viable. Tout ça, c'est compliqué à mettre en place, c'est des tests, c'est long. C'est pas, comme on dit à la télé, que du bonheur, youpi, ça arrive tout seul. C'est faux. Il faut beaucoup de travail et il faut un peu de chance. Donc, au terme de ce pilote-là, qui a la chance en fait de plaire à Arte, il a fallu après mettre en place le processus pour produire 13 épisodes, donc de 26 minutes par an. Dit comme ça, c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est énorme. Ça prend beaucoup de temps. L'anecdote que j'utilisais sur la saison 1 pour illustrer un peu l'enjeu en fait, technique et économique qu'on a, c'est qu'à budget égal, on a produit 13 épisodes de 26 minutes, là où si on avait bossé sur Game of Thrones, on aurait produit 3 minutes. C'est juste pour donner l'idée en fait. Donc c'est pas du tout les mêmes images, mais en tout cas, quand il faut payer des graphistes, quand il faut payer des licences, quand il faut payer des machines, c'est le même argent. Donc voilà l'enjeu au niveau de la réalisation, il faut arriver à gérer ces contraintes économiques-là, et puis après, créer la structure qui nous permette de produire ça en temps et en heure dans la région. Recruter les graphistes, recruter les équipes, créer l'organisation, créer le workflow, mettre tout ça en place, c'est encore une autre gageure. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur la réalisation? Oui, sur la réalisation pure du coup. Un des défis qu'on a à gérer, par exemple, c'est le fait qu'on ait une trentaine à peu près à travailler à Triary. Et c'est beaucoup plus petit que ce que vous pouvez voir sur d'autres séries. Je vois par exemple ce qu'on fait à Paris, par exemple. J'ai travaillé à MacGuff Illumination, donc du coup ceux qui font les Minions. Ils sont actuellement 650 à travailler là-bas et ils sont produits du coup par des Américains. Donc tout ça, ça fait beaucoup de moyens, et si vous travaillez là-bas, vous verrez qu'en fait tout le monde a une seule tâche. Par exemple, si moi je suis en charge d'éclairer des personnages, je ne ferai que ça. Avant moi, il y a ceux qui les créent, il y a ceux qui les dessinent, il y a ceux qui les modélisent, il y a ceux qui les animent, il y a ceux ensuite qui vont les placer dans la scène, ceux qui vont modéliser le tabouret. Par exemple, c'est une personne à sa place. Nous,
pour s'adapter en fait aux ambitions qu'on a avec les moyens qu'on a, il va falloir qu'avec ces 30 personnes, on donne le plus de casquettes en fait à tout le monde. Chacun a du coup son rôle, mais c'est pas rare que vous ayez sur un plan carte blanche. Donc vous allez avoir une image. Les plans qu'on a pu vous montrer, par exemple, lorsqu'ils sont créés, on fait tout nous-mêmes, on crée tout, on essaie de tout créer sur place, à point de repère, à Triary, pardon, sur point de repère. Mais lorsqu'un graphiste a un plan, qui soit en 2D, en CG ou autre, il a surtout en fait, il a l'image, on lui donne ce qu'on veut avoir, mais ensuite il va devoir tout faire un peu par lui-même. On va lui donner ce qu'on va tourner, etc. Mais ça va être à lui de se débrouiller pour créer le fond, pour créer la force en fait de ce qui fait son plan, pour créer le mouvement de caméra. Il va avoir beaucoup plus de liberté que ce que vous pouvez trouver dans d'autres boîtes. Et c'est un petit peu ce qui fait notre force, c'est que on est certes petit, mais on a cette qualité qui est du coup d'avoir l'oreille pour tout le monde. C'est pas rare qu'on appelle Pierre, directement le réalisateur, pour lui dire sur ce plan-là, qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que tu ferais toi. Et je pense que c'est vraiment ce qui participe en fait à la beauté de nos plans, c'est qu'on sait qu'on a beaucoup de choses à faire et qu'on est peu pour le faire, mais du coup on est tous à l'écoute les uns des autres et ça nous différencie beaucoup de ce qui se passe par exemple sur Paris, quoi. Il paraît même que vous jouez parfois dans les épisodes. Oui, Benjamin a fait Churchill, je me rappelle. Et Gengis Khan. Il a quand il faut des petits gros, du coup, oui, c'est vrai qu'on appelle. Il a dû se raser la tête. Et Jean, t'as fait. Je l'ai dit ou pas? Jean a fait Adolf Hitler. Moi, je me réserve que les meilleurs rôles, forcément. J'ai fait Constantin pour l'épisode de Constantinople, merci, la chute de Constantinople, et Philippe Auguste pour Bouvines. Donc c'était cool à faire. Vous êtes vraiment multifonction, quoi. C'est l'intérêt en fait. Moi j'ai un profil très très généraliste, Benjamin aussi. On n'est pas une société de spécialistes. C'est exactement ce qu'il disait quand il parlait de boîtes à Paris ou de boîtes comme ILM, on va prendre la caricature la plus extrême par rapport à nous, où chaque personne est là pour faire un truc à l'excellence. Nous, notre excellence, c'est de savoir faire plein de choses, de savoir les faire intelligemment et de les savoir faire dans un budget qui est celui d'une production culturelle. C'est-à-dire que quand je dis culturelle, ça a vocation d'éducation. Et c'est pas là où l'argent coule à flot. Donc il faut être malin là-dessus, tout en permettant à chaque graphiste de s'épanouir. Ça, c'est super important. Quand Benjamin a commencé, il était graphiste, il est passé sub-compo et maintenant, l'année prochaine, il va être réalisateur. L'idée, c'est que c'est un parcours qui prendrait des années et des années dans un grand studio. Nous, on essaye d'être le plus proche possible des gens à qui on travaille parce que c'est vachement plus agréable d'avoir une bonne ambiance, tout simplement. Et on essaie d'être le plus possible à l'écoute en fait, des envies de chacun et de ce que veut faire chacun. Donc ça, c'est une différence par rapport à d'autres studios, je pense. Et en termes de production, puisqu'on en parle, donc chaque saison de la série fait 1,8 million de budget. Et donc on obtient le 1,8 million avec des préventes à l'étranger, la vente à Arte, les fonds publics, généralement au niveau du CNC, et la région Languedoc-Roussillon qui nous suit depuis le début, puisqu'on est arrivé avec un pilote de 7 minutes. Il fallait qu'on gonfle pour avoir des chances de pouvoir présenter quelque chose à Arte. Donc la région nous a suivis et nous a aidés depuis le début. Alors, Triary, donc c'est quand même une société spécialisée en effets spéciaux qui est implantée dans le sud, à Montpellier, enfin à Castelnau plus précisément, mais qui a vraiment une reconnaissance à l'international. Et donc ça, j'imagine, ce n'est pas fréquent. Pourquoi déjà avoir voulu s'implanter dans le sud plutôt qu'à Paris, plutôt qu'à l'étranger? On peut la mettre en fond. Parce qu'on a perdu un pari. Et donc, on a été... Non, je te laisse donner la... Alors, quand on pose la question pourquoi est-ce qu'on y bosser dans le sud de la France, moi je réponds pourquoi est-ce qu'on serait si fou pour aller bosser à Paris. Donc ça, c'est un point de vue. Pourquoi? Parce qu'on est dans le 21e siècle. À l'époque, quand j'ai commencé ce boulot, si on bossait pas à Paris, on bossait pas. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent à Lyon, il y a beaucoup de choses qui se passent à Bordeaux, Toulouse, Marseille, maintenant Montpellier. On n'a pas besoin d'être à Paris. C'est bien d'être à Paris quand on fait de la publicité, parce que tous les clients sont là-bas. À savoir que quand j'ai monté une Effecto avec Raoul Carbo, il y a un paquet de temps maintenant, on bossait ici à Montpellier et on bossait avec des clients qui étaient à travers le monde entier. Donc en fait, il y a un truc qui a été inventé, c'est Internet, c'est vachement pratique, ça nous permet de bosser maintenant où on veut. Donc en fait, il s'agit de se poser les bonnes questions. Pourquoi on bosse? Pourquoi on fait les choses? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui est pratique? Qu'est-ce qui est logique? Et pas forcément qu'est-ce que tout le monde fait. Il se trouve que bosser à Montpellier, on est aimé par notre région, ça c'est un point important. On a reçu des subventions, c'est les premiers à nous avoir fait confiance, ça on ne l'oubliera pas. Les locaux sont beaucoup moins chers, et ce qui veut dire qu'on peut basculer l'argent sur la paye des graphistes et non pas sur des locaux horriblement chers. Si on veut tourner, on a du soleil, il pleut quasiment jamais, c'est très pratique.
il y a plein d'intérêts, en fait, plein de logique qui fait que bosser ici est quand même plus agréable. Sur la vidéo que vous voyez derrière, il ne faut pas se tromper, on est vraiment là pour bosser, parce que vous allez voir qu'on a une piscine, un barbecue, on a un bar, on a une tireuse à Guinness, parce qu'on sait vivre, mais tout ça, ça n'empêche pas qu'on travaille et qu'on produit ces images. De toute façon, si on ne travaillait pas, on ne pourrait pas sortir tous ces épisodes par an, mais on le fait en connaissant le prénom de chacun, en connaissant les goûts de chacun, en s'amusant, en prenant le temps de se détendre, et en étant content de travailler. Donc c'est ça qu'on essaie de créer nous, parce que sinon, c'est pas tout simplement, Jean et moi, c'est absolument pas ce qu'on voulait faire, aller bosser à Paris, avec tout le respect que j'ai pour Paris. Il y a une très très bonne société là-bas, mais on a fait un autre choix. L'implantation donc a été plutôt facile, plutôt aisée. Merci. Par rapport à ça aussi, pour compléter, en fait, on a un pays donc là, au niveau de la France avec Arte, donc on vend, après on va avoir un deuxième diffuseur, mais après on vend à une vingtaine de pays, donc les autres pays, qu'on travaille à Paris ou qu'on travaille à Montpellier, c'est exactement la même chose. Donc du coup, comme dit Pierre, il n'y avait aucun intérêt particulier pour nous à travailler obligatoirement à Paris. Et pour ta question, je vais y répondre, je pense. Maintenant, c'est pas tout rose. À travailler en région, c'est donc ici à Montpellier, il y a des grosses contraintes. Moi, j'en vois principalement une énorme qui est compliquée à gérer au quotidien, c'est trouver des graphistes. Quand on est à Paris, il y a un écosystème de sociétés qui est énorme. Il y a énormément de sociétés de 20 à 30 personnes. Il y en a beaucoup des très grosses aussi. Ça tourne très bien, ça tourne rond. Les sociétés, c'est des vraies sociétés avec des vrais projets qui engagent des gens en ayant des vrais payes. Donc du coup, forcément, il y a plein de graphistes qui peuvent en vivre. S'ils ne bossent pas dans une boîte, ils vont bosser dans une autre. Ça, c'est sain. À Montpellier, c'est pas encore le cas. Il y a plusieurs sociétés qui sont là. Je parlais d'Ineffecto, c'est la plus ancienne que je connaisse ici. Mais il y a également Sound Life, il y a Dwarf, il y en a plusieurs. Il y a également des très très bonnes écoles. On est tous les deux bien placés pour le savoir avec Benjamin. Mais ceci étant dit, il n'y en a pas encore assez pour assumer la masse critique qui fait que s'ils ne viennent pas bosser chez nous, ils peuvent bosser ailleurs. Donc plus il y aura de sociétés, plus il y aura de graphistes, et plus il y aura de graphistes, plus il y aura de sociétés. Donc c'est une machine, c'est une pompe qu'il faut amorcer, elle est en plein amorçage, la région nous soutient, il y a une bonne dynamique, rien que les Festars, ce festival-là en est la preuve. Il faut juste que des étudiants qui sortent des écoles aient le courage de ne pas partir à Londres tout de suite, s'ils ont envie aussi de s'investir un peu dans des projets qui sont des projets ici en région. Ça c'est le plus compliqué, parce qu'en termes de recrutement, on lutte avec nos salaires et nos projets contre ILM et Star Wars, par exemple. Donc ça c'est compliqué, donc on rapatrie des graphistes déçus de l'étranger, on essaie de persuader des graphistes qui sortent d'école de ne pas partir, et on leur propose quoi en échange? On leur propose un peu plus d'amour dans les grosses boîtes, on leur propose des conditions de travail un peu plus sympas, et on leur propose de faire un travail qui serve à quelque chose en fait, c'est-à-dire qu'on essaie de faire un documentaire qui a vocation en fait d'apprendre l'histoire aux jeunes, de leur donner des points de repère. Donc ça aussi c'est gratifiant. Donc on essaie de lutter avec les armes qu'on a, à savoir que c'est pas toujours évident. Donc trouver des graphistes, des bons graphistes, ça c'est la clé. Pour rebondir un petit peu là-dessus, du coup cette année on s'est un petit peu agrandi par rapport à l'année dernière, par rapport à la saison 1, et quand je suis sorti d'école, on a évidemment tous foncé sur Paris, sur Londres ou sur Montréal, qui recrutaient beaucoup, qui recrutent un peu moins maintenant. Mais du coup on y est tous allés parce que le travail était là-bas quoi. Et cette année lorsqu'il a fallu en trouver, on a deux graphistes qui sont venus de Belgique déjà, on a au moins un ou deux graphistes qui sont venus de Belgique. On a eu des gens qui nous ont appelés de Paris qui voulaient déménager avec femme et enfants pour Montpellier pour venir travailler avec nous. Bon là c'est plus que 2 mois de prod, peut-être l'année prochaine. Mais ça les intéressait vraiment pour la qualité de vie parce qu'ils ont un petit peu marre de la capitale et parce que on n'y a vraiment pas les mêmes garanties. Lorsqu'on vous embauche sur un projet à Paris, vous ne pouvez pas savoir exactement combien de temps vous allez travailler dessus. Ça m'est arrivé que du jour au lendemain, on vous dise finalement le projet sur lequel on travaille est tellement bien que la production veut en faire finalement tout un film. Alors on va tout redonner au directeur artistique, etc. Bref, pour le moment on n'a plus besoin de vous. Désolé, mais demain c'est pas la peine de revenir. C'est un petit peu le souci avec le fait d'être intermittent. Et nous on essaye du coup via des contrats un peu plus longs, via un peu plus de communication avec nos graphistes, tout ça, ça n'arrivera jamais. Et cette sécurité qu'on n'a pas forcément là-bas, nous on essaye de la garantir. En tout cas on sera toujours franc avec nos graphistes et c'est quelque chose qui fait de plus en plus venir les gens. Avant, lorsque vous travailliez en province, etc., bon, désolé pour ce mot, vous pouviez travailler pour les gens de Paris en freelance, tout ça. Maintenant, c'est nous, qui via la fibre, etc., qui embauchons des gens de Paris pour travailler pour nous, qui plus tard peut-être viendront travailler avec nous. Un dernier exemple, je ne sais pas si vous connaissez la société MPC, qui travaille notamment à Londres, en Montréal, etc., qui est responsable de certains des effets spéciaux des plus gros blockbusters, tous les Harry Potter, etc., ils ont travaillé dessus. Récemment, il y a 2-3 mois je crois,
ont licencié 75% de leur compositing artistes, donc d'une certaine branche d'artistes à Montréal, parce que finalement c'était moins cher de le faire au Bangladesh, quoi. Et c'est des choses qu'on ne pourrait pas se permettre nous en France, et je pense que voilà, ça attire de plus en plus de gens cette sécurité. L'autre chose très intéressant, ce que vient de dire Benjamin, l'année dernière, on a également aidé 2 personnes à se reconvertir, des personnes qui touchaient à l'artistique mais qui ne connaissaient pas du tout notre métier. On les a formées pour qu'elles puissent après travailler avec nous. Donc c'est une nécessité mais également un plaisir. En plus, moi j'étais prof pendant 7 ans, Benjamin a touché ça du doigt aussi. Donc de former des gens pour qu'ils puissent venir intégrer en fait notre équipe, c'est complètement faisable. Il faut qu'il y ait un minimum de sens artistique, bien sûr. Il faut qu'il y ait une capacité à s'intégrer dans notre équipe avec notre ambiance particulière. Mais former des gens, on a déjà vu ça avec Pôle emploi même, on est prêt à faire gratuitement. Si des gens sont prêts à venir travailler, ils ont une bonne volonté, on est vraiment preneur. C'est la chose la plus compliquée à trouver. Si vous êtes des jeunes et que vous avez envie de monter quelque chose, n'ayez pas trop peur de ça. Vous avez un maximum de chances de ne pas y arriver parce que c'est compliqué, mais ça vaut franchement le coup. Quand je dis maximum de chances de ne pas y arriver, c'est que j'ai monté une Effecto à l'époque, j'étais complètement inconscient, je sortais de l'ESMA, j'ai fait 2 ans là-bas. Et je me suis associé donc avec Raoul Carbo. J'avais absolument aucune conscience de l'ampleur de la tâche. Il se trouve qu'on y est arrivé, une part de chance, une part énorme de travail, d'investissement personnel, mais ça vaut le coup. La boîte elle est encore là, elle tient bien la route. Donc plutôt que de se ruer peut-être à l'étranger parce qu'il y a pas mal d'étoiles et que c'est joli, ça vaut également vachement le coup de tenter des choses. Tenter des choses à mon âge, c'est plus compliqué, il y a les enfants, il y a pas mal de choses. Le temps libre, je l'ai plus beaucoup. Il faut le faire jeune. Donc n'hésitez pas, si vous avez des envies. Et la région, ici, c'est un très bon endroit pour le faire. En plus, maintenant qu'on est avec Toulouse, il y a vraiment une grande synergie et ça fonctionne vraiment très bien. Et alors cette renommée à l'international, comment est-ce que vous l'avez acquise? Parce que j'imagine que plein de sociétés rêvent comme vous de pouvoir travailler avec l'étranger. On a eu la chance à la base d'avoir un beau projet, c'est-à-dire Pierre est arrivé avec des images et c'était vraiment super, quoi. Et donc en plus il connaissait le workflow qu'il voulait faire. À l'arrivée ça a donné des beaux épisodes et donc l'un des premiers acheteurs ça a été les Américains. Donc on a vendu à un diffuseur SVOD américain et qui nous a dit clairement qu'il essayait de développer quelque chose comme ça mais que c'était mieux ce que nous on a amené au niveau image. Ils sont cash, les Américains, ça ne prend pas très longtemps, donc du coup ils nous ont acheté et à partir de là en termes de vente ça nous a aidé puisque vous avez un petit prestige avec un bon vendeur international, puisque c'est pas nous qui les faisons les ventes, c'est le vendeur. Et donc, vous avez un petit prestige à avoir vendu aux Américains qui a été le premier pays à préacheter. Donc derrière, ça a été plus facile pour vendre ailleurs. D'accord. Comment évolue la société aujourd'hui? Quels sont un peu vos projets, vos perspectives? Alors, on vient de terminer la saison 2. La saison 1 a été compliquée à faire. Le mot compliqué, vous y mettez ce que vous voulez dessus, mais ça a été un peu le Far West, il a fallu tout faire, entre trouver la villa, installer les machines, les serveurs, le réseau, trouver les graphistes, former tout le monde, faire l'équipe, après tout ça, après du temps, après de l'énergie, après de la sueur. La saison 2 était bien mieux d'un point de vue organisation, il y a encore pas mal de choses à mettre en place pour être parfaite. La saison 3, ça sera notre vocation, la saison parfaite, où tout se passe nickel, sans dépassement horaire, ni rien, ni quoi que ce soit. Ce qui nous permettra de développer d'autres projets. L'idée, c'est qu'il faut à tout prix qu'on développe d'autres projets pour notre santé mentale, déjà, pour faire d'autres choses. Et puis parce qu'on aime l'histoire, mais qu'on aime aussi d'autres choses. Donc, grosso modo, tout ce que je peux vous dire, c'est que si Point de repère nous permet de mieux comprendre l'histoire pour savoir qui on est, ce qu'on développe est quelque chose qui va nous préparer pour le futur. Comme ça, on aura fait une boucle qui sera homogène. Et alors, comment se place Triari par rapport aux autres sociétés qui sont implantées dans la région ? Est-ce que l'entente est cordiale? Est-ce qu'il y a une concurrence rude? Comme disait Pierre tout à l'heure, oui, on a une bonne entente puisqu'on se connaît tous. Le milieu est petit, alors le milieu en plus, ici au niveau de la région Occitanie, l'est encore plus. Et d'une part, on s'entend bien parce que c'est des gars qui sont bien au niveau des autres sociétés. Et en plus, on a tout intérêt, comme disait Pierre, à bien s'entendre, puisque ensuite on peut passer des infographistes d'une société à l'autre, suivant les besoins, puisque ça peut être ponctuel. Et donc, que ce soit par intérêt ou d'une manière objective, tout se passe bien. Vous pourriez créer une sorte de réseau à l'avenir? Il faut. Je pense qu'on n'a pas le choix de toute façon. Pour l'instant, c'est embryonnaire. Le premier pas qui est capital, qui est super important, c'est pas qu'il y a quelque chose, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. C'est aussi bête que ça, mais ça c'est important. Il y a une tradition qui est
tristement un peu française, qui est que chacun pour soi et les autres ailleurs. Les anglo-saxons ne sont pas pareils, travaillent en réseau, et du coup ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants. Il faut, sans parler d'union, de confédération, ni quoi que ce soit, au moins qu'on ne se tire pas dans les pattes, qu'on se connaisse. Un truc qui serait cool, c'est que tous les patrons des studios se fassent un barbecue par an pour discuter et papoter, minimum pour se connaître, et que chacun ait son numéro de téléphone. Sans parler de filet de coup de main, au minimum, de dire tiens, ce boulot est trop gros pour moi, par contre ça peut intéresser l'autre boîte et on travaille ensemble. C'est comme ça que les anglo-saxons fonctionnent, c'est comme ça qu'on doit fonctionner, sinon ça restera un microcosme à Montpellier. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Allez-y, c'est le moment. Vous avez 10 secondes. Est-ce que tu as besoin d'un micro? Alors, oui. Ça te va ou je réponds plus? En fait, moi, par exemple, l'an dernier, j'avais demandé à Ineffecto, mais on m'avait dit que justement, on avait besoin de plus de compétences. Un stagiaire, c'est compliqué. Il y a deux façons de gérer un stagiaire. Tu prends un stagiaire, tu le mets dans un coin et tu t'en fous. Et comme ça, tu as pris un stagiaire et tu es content, tout le monde est heureux. Ou alors, tu prends un stage pour l'aider vraiment. Et il faut qu'il apprenne quelque chose. Dans ce profil-là, pour qu'il apprenne quelque chose, c'est qu'il faut qu'il travaille. Pour travailler, il faut qu'il ait une machine avec des licences dessus qui sont payées. Donc un stagiaire, c'est un coût, c'est pas rien, c'est un coût d'un point de vue temps. Qui va lui apprendre un truc? Nous, on est en flux tendu, on est tout le temps en train de travailler, on est en production pure en permanence. Donc de prendre le temps de former quelqu'un, c'est un investissement. On l'a déjà pris, on peut le reprendre, mais on ne peut pas en prendre 12 000, étant donné qu'on est 30 sur place à travailler. Donc un stagiaire, on va vraiment effectivement choisir. Et si la personne n'a strictement aucune compétence dans ce métier, ça va être impossible d'avoir un stagiaire. Donc effectivement, tout à fait apprendre des stagiaires, c'est du cas par cas, il n'y a pas de grande règle. Si ce n'est qu'il faut avoir conscience que pour nous, ça se fait pas en 2 secondes, quoi. On n'est pas bœuf, on n'est pas MacGuff. Mais oui, sinon. Une autre question? Oui. À propos des stagiaires, justement, si jamais un profil particulier d'étudiant vous intéresse, vu que ça c'est la section VFX de l'ACFA, première et deuxième année, ils sont 6 par promo. Si un profil, par exemple, un de mes étudiants vient vous voir et qu'un profil vous intéresse particulièrement, est-ce que ce serait éventuellement intéressant d'axer le programme vers certaines compétences qui pourraient vous intéresser? Alors, c'est une bonne question. Je dirais, je pense pas. Pourquoi? Parce que il faut à tout prix leur apprendre de pouvoir tout faire et de s'adapter. La faculté d'adaptation, c'est le truc fondamental. Les 2 dernières personnes qu'on a recrutées ne savaient quasiment pas se servir d'After Effects. Par contre, c'était des bonnes illustratrices. On les a engagées parce qu'elles avaient un œil d'illustratrice, on leur a appris After Effects. Elles se sont adaptées, elles ont écouté, elles ont appris. C'est ça qu'il faut retenir. Les élèves doivent à tout prix, en sortant de l'école, savoir s'adapter à toute situation. Je me rappelle quand on a monté une Effecto avec Raoul, je sortais de l'ESMA. L'ESMA à l'époque, c'était pas du tout la même ESMA qu'aujourd'hui. C'était pas la même formation, c'était pas la même qualité, de loin de là. Actuellement, c'est une excellente école. On est sorti, on n'y connaissait pas grand-chose. Et on a eu des clients au téléphone. Notre faculté d'adaptation, on l'a développée comme ça, tout de suite. Et on a été bon là-dedans. Ça veut dire qu'on nous posait la question, est-ce que vous savez faire ça? On ne connaissait pas le mot qu'ils nous posaient. On disait oui, on sait le faire. Et après, on se démerdait. Et ça, c'est super important. C'est un bon graphiste en France, fondamental. Il doit être hyper adaptable. Si vous avez un profil très spécialiste en disant moi ce que j'aime c'est la modélisation sous ZBrush et j'aime que ça, j'ai envie de dire malheureusement, et ça me fait bizarre, mais partez à Londres. C'est-à-dire qu'ici on a besoin de personnes qui s'adaptent, qui savent faire plein de choses. Notre écosystème demande ça. Vous avez une question? Une autre question? C'était par rapport au logiciel que vous utilisez. Et donc, c'était par rapport au logiciel que vous utilisez, donc vous parlez des licences et tout ça, vous avez aucune place pour les logiciels libres dans vos workflows? Disons que c'est à l'étude. Nous, en 2D, en tout cas, on travaille avec After Effects et Photoshop. Après, c'est vrai qu'on pourrait... Il y a des choses... Il faudrait qu'on regarde en fait ce qui se fait actuellement. Je sais que, par exemple, chez Fusion, maintenant, ils sont tout aussi... du coup, ils sont totalement libres. Par contre,
Le souci étant que depuis la première saison, on utilise Adobe After Effects avec des plugins comme Shine, comme Optical Flare, etc. Donc je pense que c'est possible, mais il faudrait revoir le workflow en fait. Il faudrait qu'on prenne un moment pour le faire, pour voir si les images qu'on fait avec les logiciels actuels peuvent être recréées avec des logiciels libres. Je pense que oui, mais ça prendra un certain moment. Surtout que Adobe After Effects est pas super cher comparé à des Nuke, etc. qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Et par contre, après, comme des logiciels comme Photoshop, il existe des alternatives. Alors, jamais on utilisera GIMP ou un truc comme ça. Mais par contre, je sais qu'il en existe d'autres qui sont pas faits pour la retouche photo, mais qui, pour ce qu'on utilise Photoshop, oui, pourraient aussi bien marcher pour des coûts moindres, etc. Par contre, sur ce qui est la CG, donc la 3D, la création 3D, je pense qu'on ne pourra pas faire avec quelque chose comme Blender. On utilise Maya et Arnold Renderer actuellement. Désolé, c'est un petit peu technique. Mais il n'y a pas d'équivalence. Je ne pense pas qu'il y ait d'équivalence libre actuellement là-dessus, en tout cas. On utilise aussi des plugins qu'on développe en interne et qui nous servent par rapport au projet particulier qu'on a. Donc là, en l'occurrence, Plan Ampère. Et justement, par rapport à ça, le problème des logiciels libres, déjà, je trouve ça très très beau. Il faut à tout prix les soutenir et à tout prix faire tout ce qu'on peut pour. Si vous avez l'occasion de vous servir sous compte Wikipédia, pensez à faire des dons réguliers pour Wikipédia, sinon ils vont mourir. Donc les logiciels libres, c'est très très fondamental pour l'avenir. Ceci étant dit, on s'en sert pas. On s'en sert pas, pourquoi ? Parce qu'on n'a simplement pas les moyens d'avoir un développeur à temps plein qui nous permette de faire en sorte que ça fonctionne nickel. D'avoir la suite Adobe, pour nous, c'est nickel. Parce que si on a besoin d'une licence en plus, on les appelle, on l'a en 15 secondes, c'est installé, c'est terminé et ça fonctionne. Donc ça, c'est une puissance qu'un logiciel libre ne peut pas nous donner dès moments qu'on n'a pas un développeur qui peut mettre les mains dedans. Quand on sera un peu plus grand, l'année prochaine ou dans 2 ans, on aura quelqu'un à temps plein ici, qui sera quelqu'un qui sait faire tout ce que moi je ne sais pas faire, donc coder, et on pourra peut-être penser à du Linux, on pourra penser à plein de solutions plus élégantes, plus rapides, plus fiables, mais pour l'instant, on n'a pas les moyens humains en fait, de gérer ça. Est-ce qu'il y a encore une question ? Tu parlais de Linux. Quel avantage il a par rapport à OS X ou à Windows pour votre workflow en fait ? Il coûte beaucoup moins cher. Déjà, c'est un avantage. Non, je suis pas vraiment le plus à même de te répondre. J'ai été graphiste pendant un paquet d'années. Depuis que je suis auteur-réalisateur, avec un immense plaisir, j'ai complètement arrêté de m'occuper de ces questions. Donc, on a un directeur technique qui s'en occupe, qui me dit il faut ça. Je vais dire agent, ça coûte combien, et puis ça règle comme ça. Moi, je dis c'est trop cher et on discute. Mais avec les bons IT, ça permettrait, par exemple, dans des boîtes londoniennes qui font beaucoup ça, en fait, avec Linux, tout est adaptable. On peut avoir ce qu'on appelle un gestionnaire d'assets, c'est une sorte de gros logiciel qui permet de dire à chaque graphiste, voilà ton projet, voilà ce que tu as à faire, voilà ce que tu as à faire aujourd'hui, avec tels éléments, tel plan, tout ça. Quand c'est très bien fait, quand vous avez des personnes pour le développer, le graphiste n'a qu'à se connecter via cette interface, cliquer sur 2 boutons et déjà son logiciel s'ouvre avec déjà les sources dedans, déjà tout ce qu'il a à faire, tout ce dont il a besoin pour travailler. Et tous les dossiers sont déjà créés. Il y a une automatisation au possible qui est incroyable en fait. Mais il faut des personnes qui travaillent dessus constamment. Souvent les créateurs de logiciels eux-mêmes, leurs développeurs sont obligés de passer dans les différents studios pour répondre aux attentes qui des fois sont inédites pour eux. Donc voilà, il faut vraiment des gens qui s'en occupent H24 et c'est très très utile. Ça va beaucoup plus vite, mais voilà, il faut les gens qui s'en occupent. Linux permet tout ça. Mais voilà, il faut des gens assez qualifiés pour adapter le logiciel à ce qu'on en fait. Une troisième question peut-être ? Non ? Est-ce qu'il y a encore une question ? Bonjour. Vers quel style de projet vous comptez vous tourner par la suite ? Là, vous avez fait une série. Est-ce que le court, le long métrage vous intéresserait ? On va développer, parmi les projets qu'on a, on a un court-métrage qu'on va développer, mais c'est parce qu'après, on veut s'en servir comme une sorte de pilote pour le long-métrage qui est dans le même style. On a aussi des longs-métrages et des séries qu'on développe à partir de maintenant. Maintenant, après, elles sont, ça prend du temps, parce qu'il faut, il faut avoir des investisseurs, il faut aussi avoir des images à montrer, il faut développer correctement, avec des bonnes fondations. Donc, en fait, tous ces projets-là qu'on a, on les a à des différents stades de développement de production. En fait, on a une croisée des chemins qui est
excitante, géniale et en même temps un petit peu stressante parce que on a fait 2 saisons, donc on rentre dans le club des gens qui vont faire 3 saisons d'une même série. Ça nous donne de l'épaisseur en fait quand on va voir les banques, quand on va voir les annonceurs, quand on va voir pas mal de gens. On a envie de faire d'autres projets. Maintenant, faire d'autres projets, c'est grossir. Grossir, c'est plus de graphisme, c'est plus de monde, c'est une autre taille de société, c'est peut-être un autre état d'esprit. Donc, il faut arriver à changer un peu la voilure tout en gardant ce qu'on aime dans cette société, sans le perdre au passage. Enfin bref, on est en plein questionnement par rapport à ça. C'est clé. Il y a Dwarf, par exemple, qui vient d'avoir une croissance exponentielle, qui sont devenus immenses en fait en très peu de temps. Je ne sais pas du tout comment ça s'est passé dedans, mais ça, par exemple, forcément, il y a des choses qu'on gagne et qu'on perd au passage. Je pense également à Artefix, qui est passé d'une école à un campus. C'est énorme comme transition. J'y étais plus à ce moment-là, j'étais parti l'année qui précédait pour faire justement Triary. Mais ça se fait forcément avec du changement. Il faut savoir dans quel sens on le fait et bien réfléchir et pas se planter de projet parce qu'on n'est pas ILM, on peut pas dire on le fait, on se plante et c'est pas grave. Il faut pas se planter. D'autres questions? Ben merci beaucoup. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter pour terminer? On va aller boire une bière. Vous pouvez tous y aller. Ouais. Merci en tout cas d'être venu nous écouter. J'espère qu'on vous a donné des renseignements pour la suite. Je terminerai peut-être juste par quelque chose. Entre le moment où j'ai commencé à travailler sur ce projet, qui était qu'un projet à l'époque, et le moment où Arte a acheté, il s'est passé, si je me rappelle bien, 7 ans. Pendant ces 7 ans, il y a énormément de doutes, il y a énormément de questions, et il y a forcément à un moment donné, on se pose la question si on est en pleine obstination ou en pleine persévérance. La différence entre les deux, c'est la persévérance, ça a été long, mais à la fin, ça gagne. L'obstination, ça a été long, à la fin, on a tout loupé. Le problème, c'est que quand vous faites ce genre de projet-là, vous n'avez strictement aucun moyen de savoir si c'est de l'obstination ou de la persévérance, si ce n'est aller jusqu'au bout. 100% des gens qui ont réussi à mener un projet l'ont toujours fait en allant jusqu'au bout. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, réfléchissez beaucoup, doutez énormément, mais n'hésitez pas à faire, il faut s'y tenir. Et pour y arriver, en tout cas notre expérience personnelle c'est ça, c'est énormément de travail, énormément de foi, énormément de respect entre nous et énormément de confiance. Merci beaucoup. Juste après, dans la même salle, il y a la projection de Manhunter de Michael Mann. Ça sera présenté et c'est gratuit. C'est à 18h30. Merci à tous. Merci. Merci.